c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter tous les beaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois de mai et au mois de juin. Vous vous souvenez, au mois de mai, il y a eu le salon des Imaginales, je vous ai déjà présenté tous les livres achetés à cette occasion, donc vous ne les verrez pas à nouveau dans cette vidéo. Et vous verrez, ces dernières semaines, beaucoup de nouveaux livres sont entrés dans ma bibliothèque. Je crois qu'on arrive à un total de 26 livres. Pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps et que je meure liquéfiée dans mon grenier puisque il est 9 h du matin mais il fait déjà très chaud, je vais me dépêcher et vous présenter tout ça en quelques mots seulement. Pour changer un petit peu, je vais commencer par vous présenter les titres graphiques. Le premier, c'est Biographics Austin chez Armand Collin. Cette collection propose des biographies de grands artistes et de grands penseurs, donc comme vous le voyez ici, il s'agit de la biographie de Jane Austen, mais existe également chez Armand Collin la biographie de Van Gogh, de Monet ou de Vinci, c'est ce qu'on nous dit en 4e de couverture. Donc en fait l'intérêt de ces biographies, elles sont en français, hein, même si ça paraît être en anglais, c'est bien en français, c'est que ce sont des biographies qui sont illustrées et globalement sous forme de graphiques, et c'est hyper coloré. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu en librairie. Et franchement, niveau prix, c'est plutôt raisonnable puisque ce sont des livres qui sont à 12 €. Lors d'une commande Gilbert Joseph, j'ai craqué pour cet album La Belle et la Bête, illustré par David Sala, et c'est aux éditions Casterman. Plus que l'histoire de La Belle et la Bête que je connais déjà et que je possède déjà dans plusieurs éditions, ce sont les illustrations de David Sala qui m'intéressaient dans cet album. Je vous ai déjà parlé des illustrations de David Sala il y a quelques mois maintenant grâce à son album La colère de Banshee que j'avais adoré. Ces illustrations sont pas mal inspirées par Klimt, mais personnellement je préfère David Sala à Klimt. On a le texte d'origine par Madame le Prince de Beaumont. Et les illustrations, ça ressemble un petit peu à ça. Mais ce qu'il y a également, et surtout chez David Sala, j'essaye de vous trouver une illustration, ce sont les dorés. Il y a énormément de dorures, comme chez Klimt en fait. J'aime bien ces tons-là parce qu'il y a du vert et moi j'aime le vert. Je vais pas tout vous montrer parce que ça serait trop long, ça serait dommage. Je vous invite à aller le feuilleter. Bon, entre La colère de Banshee et La Belle et la Bête, je préfère quand même les illustrations de La colère de Banshee. Mais ça reste un très très bel album que je lirai très très vite et je vous en parlerai encore plus vite, je l'espère. Lundi dernier, j'ai retrouvé Laetitia dans les rues de Clermont-Ferrand, Laetitia du blog de Galéane. Nous avons fait quelques petits tours en boutique autour de la place de Jaude et notamment à Momi Manga. Et à Momi Manga, j'ai pris 2 BD. J'ai pris Brocéliande, forcément. Il s'agit d'un tome 1 qui s'appelle La Fontaine de Barenton. C'est écrit, illustré par Perru Benoît Jacquemoire et c'est aux éditions Soleil Celtique, Contes de Bretagne. Ce sera une série en 7 tomes et on nous dit 7 sites, 7 histoires. Donc je pense qu'ils ont fait ça en série mais qu'en fait les tomes sont complètement indépendants les uns des autres, donc vous pouvez acheter un petit peu ce que vous voulez dans l'ordre que vous le souhaitez. Bon là il m'a pas fallu grand chose de plus que Brocéliande, Corrigan, Passion entre Merlin et Viviane. Voilà, j'ai tout dit. Et en plus Olivier Perru, c'est bon, quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Niveau illustration à l'intérieur, je feuillette un petit peu. J'espère que je spoil pas, je l'ai pas encore lu, donc voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. 2 autres BD achetées, la première lors d'une commande Gilbert Joseph et la seconde à Momi Manga, donc lundi dernier. Il s'agit des 2 tomes de L'Adoption qui est une duologie, donc j'ai les 2 tomes. Souvenez-vous, le premier tome, L'Adoption de Zidrou et Monin aux éditions Grand Angle. Je l'avais emprunté à la médiathèque et j'avais adoré, tellement adoré que j'ai eu envie de l'acheter pour l'avoir dans ma propre bibliothèque. Et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je me suis empressée de l'acheter également. En même temps, j'ai super envie de le lire et en même temps j'ai peur d'être un petit peu déçue parce que j'ai vu des avis un petit peu mitigés sur ce second opus, donc j'espère que ça me plaira et que j'aurai autant d'émotions que lors de la lecture du premier. Ça parle de l'adoption d'une petite fille qui s'appelle Kinaya, qui a été adoptée en Amérique du Sud suite à un terrible tremblement de terre qui a fait des milliers de morts. Elle arrive en France dans une famille assez aimante, mais son nouveau grand-père n'est pas très enthousiaste à son arrivée. Il a quelques réticences, il est un petit peu mitigé, c'est un grand-père bougon, renfermé. Et on va découvrir dans ce premier tome l'apprivoisement, j'ai envie de dire, entre les deux. Entre une petite fille
qui a été déraciné, qui ne connaît pas la langue, et entre un grand-père bougon qui a du mal à s'habituer à cette nouvelle petite fille. Donc c'était hyper émouvant et la chute du tome 1 m'a laissé sur les fesses. Ces dernières semaines, j'ai également reçu et acheté pas mal de titres en littérature jeunesse. Le premier, il s'agit de Dans le couloir de Valentin Maté et Amélie Clavier aux éditions La Poule qui pond. C'est une petite maison d'édition clermontoise qui généralement fait plutôt des albums pour la jeunesse. Mais là, ils se sont lancés dans les petits romans première lecture et ce titre a de particulier qu'il utilise la syllabation. C'est-à-dire que le texte est fait pour aider les enfants qui ont des problèmes avec le langage, de dyslexie, etc. Donc vous voyez, il y a des changements de couleur selon les syllabes. Il y a des lettres qui sont soulignées, ce sont les lettres qui sont muettes, et vous avez les ponts entre les mots quand il y a une liaison à faire. J'ai lu ce petit livre en quelques dizaines de minutes et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire, c'est très court. On va suivre un petit garçon qui vient d'emménager dans un nouvel appartement. Sur son palier, il y a 3 autres portes, donc a priori 3 autres voisins, mais la porte en face de lui ne s'ouvre jamais. Les jours et les semaines défilent, mais il ne voit jamais personne entrer et sortir de cet appartement, donc il se pose énormément de questions. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de recevoir une jolie petite lettre envoyée par Caroline du blog Caro Livre, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et dans cette enveloppe super mignonne, en plus d'une jolie lettre et en plus de quelques goodies, notamment du thé et des friandises, Caroline m'a envoyé les tomes 3 et 5 des Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi et Holly Black aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi ces tomes 3 et 5? Parce que je possède déjà les tomes 1, 2 et 4 et qu'il me manquait ces deux-là pour avoir la série complète, série que j'avais déjà lue lorsque je l'avais en intégrale dans ma bibliothèque, mais j'avais envie pour cette série de l'avoir plutôt dans ces petits formats pocket, puisque ce sont des formats tout mignons et en plus illustrés, pas mal d'illustrations en noir et blanc. Ça parle d'enfants, de 2 frères et de leur sœur aînée qui déménagent dans une maison au bord de la forêt. Leurs parents viennent de divorcer, si je ne dis pas de bêtises. Ils vivent avec leur maman dans cette nouvelle maison, dans un vieux manoir. Et en fait, ils vont découvrir tout un nouveau monde dans cette forêt. Ils vont entrer dans le monde du petit peuple. Ils vont faire la connaissance de toutes les créatures du petit peuple, avec tous ces dangers, tous ces mystères, etc. J'ai succombé à la mode puisque j'ai profité de le trouver à moitié prix sur Gilbert Joseph pour acheter le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions, qu'est-ce que c'est, Bayard Jeunesse. C'est une trilogie qui a eu beaucoup de succès, qui a été adaptée au cinéma par Tim Burton. J'ai vu le film il y a quelques semaines puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. Et en fait le film m'a pas forcément plus interpellée que ça, je l'ai regardé mais en faisant autre chose donc j'étais pas hyper concentrée. J'ai pas adoré, accroché absolument à cette histoire, donc j'espère que ce sera différent avec le livre et que je ferai partie des gens qui ont adoré ce livre et pas ceux qui ont été mitigés. Ça parle de quoi? Ça parle d'une île mystérieuse dans laquelle se situe un orphelinat en ruine, et dans cet orphelinat on va faire la connaissance d'enfants particuliers, d'enfants un petit peu bizarres, et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est illustré de nombreuses photos d'enfants bizarres, d'enfants particuliers, voilà. Donc ça donne un petit cachet un peu plus réaliste, on va dire. Si vous l'avez lu, et je pense que vous avez été nombreux à lire ce premier tome et cette trilogie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ellie Darko m'a proposé de recevoir son roman publié aux éditions Magnard. Il s'agit d'Inséparables. Alors entre nous, je sais pas ce que vous pensez de la couverture, mais moi je la trouve pas franchement sensationnelle. À vrai dire, je la trouve très très laide. Mais bon, c'est pas l'illustration, c'est pas l'écrin qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ma lecture en cours, j'ai lu la moitié, quasiment, j'en suis à la page, voilà, 134. Donc ouais, j'ai lu quasiment la moitié. C'est assez surprenant comme histoire. En fait, on va suivre les aventures d'un frère et d'une sœur qui sont quasiment jumeaux. Ils ont seulement 1 an de différence, mais ils sont vraiment comme les 2 doigts d'une main. Ils sont toujours collés, ils sont inséparables, comme le titre l'indique. Et ils vont se rendre compte
qu'il se passe des choses bizarres autour d'eux. Il va y avoir un meurtre, le meurtre d'une jeune fille agressée sexuellement et retrouvée à demi nue dans la forêt. Ils vont devoir résoudre un petit peu cette histoire et ils vont surtout se rendre compte qu'autour d'eux, tout le monde leur ment, et notamment leurs deux parents qui travaillent pour l'armée sur des missions secrètes. Et tout ça dans un monde un petit peu dystopique, dans un futur hypothétique, dans une société un petit peu différente de la nôtre, mais pas tant que ça. Nouvelle maison d'édition, les éditions Lynx. Et j'ai eu le bonheur de recevoir Asynchrone de Fabien Clavel, l'un des deux premiers titres édités par cette maison d'édition. Le second est de Joanne Elliott. Celui-là, c'est donc de Fabien Clavel. Très sincèrement, je suis absolument incapable de vous résumer l'histoire. Je sais que c'est de la littérature young adulte, adolescente, et que c'est dirigé par Charlotte Bousquet. Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera beaucoup plus parlant. Je suis morte. Cela ne fait rien, j'y étais prête depuis longtemps. J'ignore ce qu'il s'est passé exactement. Sans doute mon cœur s'est-il arrêté. Je n'ai pas envie d'y réfléchir maintenant. Simplement, j'aimerais profiter de ce moment de quiétude. Après 16 années passées dans l'attente, je peux enfin me détendre, me reposer. Mes sens sont éteints. Je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Les parfums sont loin et mon corps a cessé d'exister. Je profite du silence. Suis-je triste? Un peu tout de même. On a beau s'y préparer, la mort intervient toujours trop tôt. Il m'aurait fallu un moment de plus, un sursis, pour faire l'expérience de ce qui me manque encore. J'avais toujours peur que mon cœur s'emballe et s'arrête définitivement. L'amour aurait pu me tuer. Je pense que c'est une jeune fille de 16 ans qui a des problèmes cardiaques, un cœur un petit peu trop fragile. Et voilà. Je n'en sais pas plus, ça a l'air assez court, ça fait 240 pages. Voilà, donc il sera vite lu, je vous en parlerai très vite. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai aussi reçu avec très grand plaisir le 2e tome de Féerie, et ce 2e tome s'appelle cette fois La fille qui tomba sous Féerie et y mena les festoiements. C'est toujours de Catherine M. Valente et c'est toujours aux éditions Baliverne. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois, premier tome que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était assez proche. J'ai adoré l'originalité de l'univers, très proche d'un Alice au pays des merveilles, avec une héroïne et des personnages très colorés dans un monde où tout est possible et justement il faut accepter que tout est possible. Et là, si j'ai bien compris, on va retrouver l'héroïne du premier tome qui s'appelle Septembre, qui avait fait un séjour en féerie dans le premier tome, qui s'en était sortie, mais je ne vous explique pas comment. Apparemment, elle parvient à se rendre à nouveau en féerie, mais elle découvre que la magie est en train de disparaître. Et pire que tout, que tous les habitants de féerie ont perdu leurs ombres, parce que ces petites demoiselles sont parties dans le monde d'en dessous. Et figurez-vous que ce monde d'en dessous, que cette féerie d'en dessous, est dirigée par une ombre qui s'appelle Halloween. Et vous savez à qui appartient ou appartenait cette ombre? À Septembre elle-même. Donc a priori, notre petite héroïne Septembre va devoir entrer en conflit avec son ex-ombre, baptisée Halloween. Voilà, j'adore l'idée, je pense que ça va être encore hyper original. Et comme dans le premier tome, le livre est super joli et chaque entrée de chapitre est illustrée par de jolies illustrations en noir et blanc. Je continue avec de la littérature plus ou moins jeunesse, mais surtout très imaginaire, et notamment avec les tomes 1 et 2 des recueils d'Occultes Racines, toujours de Sarrigan, et toujours aux éditions 1115. Le premier tome, je le possédais déjà, mais dans son ancienne édition, avec une illustration différente, et l'éditeur et l'auteur ont insisté pour me renvoyer ce tome 1 dans sa nouvelle édition, accompagné de son tome 2 qui vient de sortir. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu en début d'année, il y a quelques mois, quasiment en même temps que le premier tome de Féerie, il me semble. Ça a été des lectures qui se sont plus ou moins suivies. Lecture qui m'avait beaucoup surprise par le chemin emprunté. J'ai été très agréablement surprise par le style déjà et voilà, par l'intrigue. J'avais un petit peu déploré des manques de lien entre tous les éléments qu'on pouvait nous apporter, entre toutes les mini-intrigues qui, on se doute, sont reliées entre elles, mais c'est pas forcément très évident à assembler. Dans ce deuxième tome, je ne sais pas trop où on va aller. Encore une fois, je pense qu'on va avoir de belles surprises. Quand je lis la 4e de couverture, je n'ai pas du tout l'impression que ça ait un lien avec le tome 1. En tout cas, les personnages ne sont pas des personnages que l'on avait rencontrés ici, ou alors je ne m'en souviens pas, et donc mea culpa. Mais non, a priori,
On va partir avec d'autres héros, mais je pense que tout sera lié, hein, évidemment. L'auteur m'a dédicacé ce deuxième tome, comme le premier d'ailleurs, mais dans ce deuxième tome, il me dit « Chère Maureen, auriez-vous de la famille en commun, vous et la belle Meredith ?» Début chapitre 14. Et quand je suis allée lire le début du chapitre 14, parce que je suis très curieuse, qu'est-ce que j'ai découvert? Meredith était sans doute la créature la plus énigmatique et la plus désirée du tout Paris d'alors. Elle était la femme réservée à la beauté intemporelle, la proie évanescente à la chevelure rousse, le personnage de l'immense Irlandaise à la pudeur incandescente qui avait fait tourner des têtes à travers toute l'Europe. Elle préférait dire la bague au doigt avec cet accent à l'image de la dame d'une finesse toute gaélique. Je prends tout ça pour des compliments et merci Sarrigan. Donc je suis curieuse de découvrir cette Meredith, qu'est-ce qui lui arrive. En même temps, voilà, une héroïne rouquine et irlandaise, forcément, ça m'interpelle et ça me donne envie de me plonger immédiatement dans l'ouvrage. D'occasion à Gibert, lundi dernier, j'ai eu le plaisir de trouver le tome 2 de Sœur des Cygnes de Juliette Marillier aux éditions La Talente. Je cherche désespérément cette série depuis des mois, des années. Je n'arrive pas à trouver le tome 1, en tout cas d'occasion. Bon, je suis sûre que si je fouille sur internet, je vais le trouver. Mais là, j'étais ravie de trouver le tome 2. Pourquoi j'ai envie de lire cette histoire? Je vous lis la 4e de couverture et vous allez tout de suite comprendre. Au domaine de Septeneg, au cœur de la forêt, vivait une fratrie de 7 enfants dont Sorcha, la Benjamine, était la seule fille. Leur mère était morte, leur père toujours en campagne militaire contre les Britons. Mais un jour, il décida de se remarier. Ainsi commence l'aventure de Sorcha. De l'Irlande aux côtes britanniques, une longue et douloureuse épreuve l'attend pour sauver ses frères d'une cruelle malédiction. Inspirée d'un conte de Grimm, Sœur des Cygnes est une fantaisie médiévale irlandaise, mais aussi le récit poignant des années de formation d'une jeune fille de caractère. Voilà, tout pour me plaire et apparemment c'est vachement bien. Donc il faut vraiment que je trouve le tome 1. Ce lundi-là, j'ai donc retrouvé Laetitia du blog de Galéane et elle m'a fait la surprise de m'amener et de m'offrir les tomes 3, 4 et 5 des chroniques de Makella Lane de Karen Marie Moning aux éditions J'ai lu. Je possède déjà les tomes 1 et 2 que je n'ai pas encore lus, mais là j'ai plus d'excuses puisque j'ai la série complète. Donc elle m'a proposé, j'ai accepté avec très grand plaisir et je la remercie encore une fois. Makella Lane, a priori ça se passe en Irlande, à Dublin, en tout cas dans le premier tome, et on va découvrir une héroïne qui va évoluer, ou qui évolue déjà, dans le monde des fées, dans le monde de féerie, donc avec toute la mythologie irlandaise qui va bien. Plusieurs personnes m'ont dit « Oulala, on te connaît, donc surtout essaye de passer outre ce que tu n'aimes pas dans le tome 1. Tu verras, c'est trop bien. » Donc oui, parce qu'a priori c'est quand même de la fantaisie urbaine, donc une héroïne qui, je pense, passe plus de temps à penser aux parties de jambes en l'air que à tout le reste, mais comme la mythologie et l'intrigue semblent très bonnes, très intéressantes, je vais essayer de passer outre l'héroïne un petit peu trop hyperactive sexuellement pour me concentrer sur le reste, l'Irlande, la féerie, la mythologie irlandaise, et j'espère que ça sera cool. Bon, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter, et je pense que je vais me dépêcher parce que là je suis en train de fondre. Il est 10h10, il fait 30 degrés au moins. J'aime pas l'été. Alors, 3 livres des éditions du Chat Noir à vous présenter. Diabolus in Musica de Céline Rosenheim, La pelote d'épingle de Cécile G. Cortés et Les yeux améthystes de Ena Morte, qui semble très gothique vu l'illustration. On va suivre une jeune héroïne qui s'appelle Fae qui va rencontrer Azrael, l'ange de la mort, et va le suivre en Outre-Monde. Après, je suis pas hyper fan de l'illustration de couverture, je dois vous avouer. Il y a quelques illustrations, ouais, dans le livre, un petit peu partout, je vous en montre quelques-unes. Voilà, j'aime bien le format par contre, et puis j'aime bien que ce soit un livre qui soit relié, donc en dur. Voilà, très fantasy gothique, très Burton, etc. Alors là, on va partir plutôt du côté un petit peu humoristique et d'une romance un peu plus légère, puisqu'on va se retrouver dans notre Paris a priori contemporain, et on va faire la rencontre de Violette, qui est une marraine fée,
comme dans les contes de fées, et qui est missionné pour jouer un petit peu les Cupidons et rassembler deux âmes sœurs, un chanteur pour midinette et une couturière sans le sou. Sauf que rien ne se passe comme prévu. A priori, le chanteur pour midinette, au lieu de tomber sous le charme de la couturière, eh ben, il va tomber sous le charme de Marraine Fée. Ce qui va être un très gros problème a priori. Voilà, ça a l'air plutôt léger. Je pense que pour l'été, ça peut être pas mal. Et pour Diabolos in Musica, là on va carrément aller dans le monde du métal, dans la musique métal, puisqu'on va suivre un héros. Donc un garçon, pour une fois ça change un petit peu, je trouve, qui s'appelle Yann, garçon, un jeune homme hein, plutôt, qui est donc musicien dans des groupes de métal, mais qui a un don un petit peu particulier, en plus d'être un musicien talentueux. Il perçoit une présence qui plane autour de la scène black metal, une aura maléfique qui pourrait bien anéantir l'inspiration et la vie des musiciens. Pareil que c'est pas mal référencé niveau métal, etc. Donc comme c'est quand même un milieu que j'ai fréquenté quand j'étais jeune adulte, donc il y a plus de 10 ans maintenant, que j'ai complètement laissé tomber, hein. Ça pourra me rappeler quelques petits souvenirs, je pense. Maintenant on passe aux titres plus contemporains, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Lundi dernier, nous sommes allés avec Galéane à France Loisirs, j'avais mon achat trimestriel à faire. Je n'ai rien trouvé de hyper intéressant dans les publications chez France Loisirs, donc j'ai acheté un livre de poche chez Folio, puisque maintenant France Loisirs met en vente toutes les éditions possibles et imaginables. Donc c'est cool, ça compte comme achat du mois, donc c'est très bien. J'ai acheté le premier tome de la trilogie d'Elena Ferrante, trilogie qui a eu énormément de succès, et ce premier tome s'appelle L'Amie prodigieuse. Et c'est une trilogie qui a fait le buzz ces derniers mois, qui a plu à énormément de monde. On en vante ses mérites un petit peu partout, donc je suis curieuse. On va suivre deux petites filles ou deux adolescentes, Elena et Lila, dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Et ces deux amies qui étaient vraiment très proches enfants vont prendre des chemins différents, puisque Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père, alors qu'Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Donc elles vont se séparer, mais on garde en fond une Naples sombre en ébullition, donc à la fin des années 50. J'ai reçu grâce à Babelio un cœur solitaire de Christina McKenna, et c'est publié par Amazon Crossing. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que ça se passe en Irlande en 1974. Et dans cette histoire que j'ai déjà lue, et il faut que je rédige la chronique aujourd'hui, donc vous allez en entendre parler, on va suivre deux personnages. D'un côté Jamie, qui a 41 ans, qui est agriculteur dans l'Irlande rurale des années 70. Donc autant dire que c'est quand même pas une Irlande qui est très fun. Et de l'autre, on va suivre Lydia, qui a également la quarantaine, qui vit pas très loin de Jamie, mais qui elle est institutrice et vit encore et toujours sous la coupe de sa vieille mère qui est malade, qui est complètement irascible. Ce sont deux êtres qui ont vraiment eu des vies très difficiles, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, notamment sociales, et qui, voilà, alors qu'ils ont 40 ans, aimeraient bien changer, aimeraient bien trouver l'âme sœur. On va suivre leur histoire chacun de leur côté à travers des chapitres alternés jusqu'au moment où ils vont se rencontrer. Donc ne vous attendez pas à une romance avec des paillettes, tout ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une histoire dramatique avec des personnages qui ont souffert, qui en ont gros sur la patate. C'est très émouvant. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo update lecture. Et enfin, j'ai eu la surprise et la joie de recevoir, et j'en remercie infiniment Louise de chez Slatkin et compagnie, les 3 derniers livres publiés par la maison d'édition. Je commence par Je couche toute nue de Camille Claudel et Auguste Rodin. Et en fait, on va suivre un petit peu l'histoire d'amour entre ces deux grands artistes, et on va suivre surtout cette histoire à travers leur correspondance. Donc je pense que ça va être absolument passionnant et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Le deuxième, c'est Une vie de berger de James Rebanks, donc toujours aux éditions Slatkin et compagnie. C'est un homme qui est vraiment berger et qui est surtout connu parce qu'il utilise son compte Twitter, qui est suivi par 92 000 followers, pour nous raconter
sa vie de berger à travers les saisons. Ça se passe dans l'Angleterre rurale. A priori c'est quand même assez contemplatif, mais moi qui ai envie d'évasion, qui ai envie de grands espaces verdoyants et pas du tout de canicule à 35 degrés, je pense que ça peut être une bonne lecture pour cet été. Et enfin, et non des moindres, j'ai reçu Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Souvenez-vous, Luca Di Fulvio, je l'ai lu il y a plusieurs mois, à l'automne dernier, grâce à son magnifique livre, Le Gang des Rêves, qui a été réédité récemment en poche. C'est un livre qui a été un énorme coup de cœur, un des plus gros coups de cœur de 2016, je ne peux que vous le conseiller. Donc là je suis ravie de découvrir le nouveau roman de cet auteur et je pense que là aussi je vais vivre de belles émotions. Alors cette fois on n'est pas aux États-Unis dans les années 20, ce qui était le cas du Gang des Rêves, mais plutôt à Venise, mais là aussi on va être dans les bas-fonds de Venise. On va suivre la misère radieuse d'une bande d'enfants perdus, la fille secrète d'un médecin sans diplôme, la découverte de l'amour, l'or, le sang, la boue, l'honneur, tout ça réuni dans ce nouveau roman qui est une nouvelle fois un pavé de quasiment 800 pages, à croire que Luca Di Fulvio ne sait faire que des pavés, mais si c'est comme Le Gang des Rêves qui se lit super vite, je pense que ça va encore une fois être dévoré. Je m'arrête là, je vais aller prendre une bonne douche froide, je vous souhaite de très belles lectures, très belle semaine et à très bientôt. Salut!